aidez-moi s'il vous plaît à accueillir Docteur Mokani qui va nous parler de la gestion de la biodiversité, conflit homme-faune au Gabon. Donc, Docteur Mokani, je vais prendre le temps de partager l'écran. Ok, merci Laetitia, merci à Share Screen Africa. Je ne sais pas comment j'ai atterri sur cette plateforme, mais c'est sûr que c'est un scrutin pour la recherche des organisations qui peuvent ou qui pouvaient parrainer l'ONG Terre et Communauté que j'ai atterri sur cette plateforme. Et je vous remercie de m'avoir accepté et d'avoir accepté que je présente la question, enfin, tout ce que le Gabon a déjà entrepris comme travaux euh, sur la lutte contre les conflits hommes-faune au Gabon. Donc, je ne vais plus me présenter puisque Laetitia l'a si bien fait, là, il a très bien fait. Je vais juste signaler que toutes les images qui sont dans cette présentation sont de l'Agence nationale des parcs nationaux. On a quelques images personnelles, mais la majorité est de l'Agence nationale des parcs nationaux. Donc, la présentation de ce soir, c'est sur la gestion du conflit homme-faune, qui est une problématique importante au niveau du Gabon. Et on peut passer diapo 2. On va parler du conflit homme-faune au Gabon. Le Gabon, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un petit pays en termes de superficie au niveau de l'Afrique centrale. On est limité au nord par le Cameroun et la Guinée équatoriale et euh, à l'est avec le Congo Brazzaville. Donc, le Gabon a 13 parcs nationaux, soit 11% de l'espace terrestre, 20 aires protégées marines, dont 20 parcs nationaux marins et 11 réserves aquatiques, près de 88% du couvert forestier et 95 000 éléphants de forêt selon le dernier recensement de 2021, co-organisé par l'Agence des parcs nationaux et WCS avec, sous la tutelle du ministère des Eaux et Forêts en 2021. Et chaque année, nous avons au Gabon, enfin, on va prendre de 2016 à 2023, nous avons à peu près 22 000 plaintes contre les éléphants. Donc, vous avez sur ces deux cartes les zones, la carte en vert et bleu, ce sont les parcs nationaux, aussi bien marins, les espaces aquatiques et les parcs nationaux terrestres. Et la carte du bas, nous avons les zones de haut conflit en termes de conflit homme-éléphant. C'est vrai qu'au Gabon, nous avons plus une faune intense, enfin une faune assez fournie, mais les plaintes sont beaucoup plus orientées contre l'éléphant. Et donc, l'éléphant va apparaître comme l'animal le plus destructeur des biens des communautés locales, notamment les populations rurales et parfois chez les industriels dans la destruction des biens comme les voitures, les maisons et d'autres. Et d'autres. Donc, au Gabon, le conflit est plus focalisé sur l'espèce éléphant. Nous avons l'éléphant de forêt, l'Oxodonta africana, et cet éléphant qui aujourd'hui a une zone ou une aire de distribution qui chaque jour se rétrécit et on a une forte, aujourd'hui, on retrouve une forte population des éléphants au niveau du Gabon. Donc, les typologies des conflits, on va avoir la déprédation Laetitia next. En termes de typologie de conflits, les plus grands conflits où on a la déprédation des cultures dans les champs par les éléphants, on a la destruction des biens et infrastructures sociales,
on a la dégradation des points d'eau et aujourd'hui, on a aussi les attaques sur les hommes avec des agressions et parfois des morts d'hommes. Donc, depuis 2000, entre 2022 et 2024, nous avons eu une forte augmentation des cas de décès liés à la destruction, aux heurts entre éléphants et population. Donc, ces cas de décès surviennent généralement lors des parties de chasse, soit beaucoup plus lors des parties de chasse, lors de la cueillette et peut-être, comment ça s'appelle, des croisements inopportuns. Et donc, c'est beaucoup plus lors des parties des chasses qu'on a plus de cas de décès et lors des cueillettes. Et on a, au Gabon, on a en fait, on n'a pas beaucoup d'élevage. Mais le petit peu d'éleveurs qui est au Gabon, disent qu'il y a aussi des attaques sur leur bétail, mais pas par les éléphants, mais plutôt par des animaux carnivores comme des panthères. Parce que nous avons aussi des panthères au niveau du Gabon qui vont attaquer le petit bétail ou le bétail domestique. Et donc, ça crée aussi un conflit avec les populations locales. Au Gabon, pour essayer de répondre à la problématique, a mené ou a mis en place plusieurs techniques, mais avec ces essais ont été très limités dans le temps, soit à cause des financements, soit à cause euh, du manque de bons résultats satisfaisants. Donc, on va avoir comme première, on n'a pas ici les techniques locales, donc à savoir le feu, la pose des leurres, la pose des clochettes et autres. On n'a pas énuméré ces techniques locales. Ici, on va mettre l'accent sur les initiatives entreprises par l'État. Donc, on a commencé par les cartouches à piment. Donc, dans ces cartouches à piment, on avait bah, trois types de cartouches. Le piment, la cartouche qui a des écrits en orange, le caoutchouc en bleu et le zinc en noir. Et donc, nous avons au niveau du Gabon testé ces trois types de cartouches sur les éléphants pendant 6 mois dans des zones différentes, donc à savoir des zones de massifs forestiers importants, des zones de savane et des zones de jachère. Donc, ce que nous avons remarqué, c'est qu'au Gabon, les conflits sont plus déclarés les dévastations des cultures se passent plus entre 16 heures et 8 heures du matin. Et donc, c'est lorsque les populations quittent les champs qu'il y a remplacement des éléphants dans les champs. Et donc, c'est à ces heures-là que nous devons être dans les champs pour pouvoir attendre les éléphants pour essayer de tirer sur les éléphants. Sauf que à 16 heures, la nuit tombe et c'est parfois des massifs forestiers importants. Et les champs qui sont faits par les communautés locales ne sont pas forcément bien aménagés parce qu'au Gabon, euh, nous faisons, au Gabon, on pratique des champs, on fait des champs et non des plantations. Les plantations sont réservées beaucoup plus aux industriels, aux agro-industriels. Et donc, dans les champs, il y a beaucoup d'obstacles. Les tireurs des cartouches à piment devraient rester dans les champs pour pouvoir tirer sur un éléphant et il fallait tirer sur l'éléphant au niveau du flanc pour qu'il y ait la sensation de piqûre de piment et que l'éléphant se retire. Sauf que la, Sauf que dans la nuit, il est toujours difficile de bien viser l'éléphant. Et au Gabon, on a une forte pluviométrie. Donc, il y avait ce qu'on avait remarqué pendant ces 6 mois, c'est que les éléphants, aux mêmes endroits qu'on les avait tirés, revenaient au bout de 2 nuits
est-ce que il nous était difficile d'identifier si c'était les mêmes individus ou d'autres individus. Et donc, ça était pour le gouvernement assez difficile de proposer cette technique aux populations locales. Déjà, pour des raisons de port d'armes, le port d'armes n'est pas donné à tout le monde. Et du fait aussi qu'il s'agira de repousser l'éléphant et non de le tuer. Et donc, ce serait beaucoup plus évident d'avoir des accidents liés à l'utilisation de la technique. Donc, on est passé de cette des clôtures à piment, des cartouches à piment pour les sangles. Les sangles, les sangles sont c'est la petite photo au milieu. Donc, le Gabon a utilisé des sangles, mais sur une période très courte. Les résultats de cette période nous sont difficiles à pouvoir les utiliser comme étant des conclusions définitives pour dire que les éléphants ne fuient pas les sangles ou les sangles résistent aux éléphants ou pas. Mais nous avons suivi ces sangles, tout le processus ou le cycle de cette plantation. Généralement, les plantations font 2 ans. Donc, euh, au bout des 2 ans, nous avons remarqué que les sangles, lorsque c'était pas bien, il fallait normalement que le propriétaire du champ passe pour regarder s'il y a des branches qui sont tombées et qui sont tombées sur les sangles ou s'il y a si les sangles se sont desserrées. Et donc, les éléphants, ce que nous avons remarqué avec la caméra, c'est que les éléphants venaient et essayaient de soulever la sangle avec la trompe et les ivoires. Et nous n'avons pas su si l'éléphant rentrait ou pas parce que le temps de l'étude était vraiment très court. Et donc, après, le Gabon est passé aux clôtures électriques. Les clôtures électriques, donc les premières clôtures, les grandes clôtures avec le monsieur qui est en orange. Donc, ce sont des grandes clôtures électriques dites communautaires. Ces clôtures vont venir s'ériger dans des villages et ces clôtures ont pour objectif de rassembler ou de regrouper tous les agriculteurs dans un lieu. Et au Gabon, le modèle agricole au Gabon, c'est un modèle itinérant sur brûlé. Et les Gabonais travaillent sur des terres euh, dont ils se disent propriétaires, soit de façon clanique ou lignagée. euh, les terres ne sont pas utilisées ou encore euh, l'utilisation des terres ne se fait pas de manière forte, en fait, de manière délibérée au Gabon. Donc, vous utilisez la terre que si elle vous appartient du point de vue légitime, parce que toutes les terres, du point de vue légal, au Gabon, appartiennent à l'État. Et donc, le rassemblement de de tous les agriculteurs dans un site, nous avons remarqué, parce que la technique a été mise pour la première fois en 2016, les limites, c'est qu'il y a euh, des, des revendications foncières qui se font avec des contestations de l'autre. Donc, il y a ce refus de l'autre qui est un refus implicite qui ne va pas être très prononcé, mais subtil. Et, de, et il y a aussi un problème d'appropriation parce que la clôture appartenant à tout le village, donc, n'appartient à personne. Et si la clôture appartient à tout le village, ça veut dire que c'est tout le village qui devrait se mettre à l'entretenir. Et comme elle appartient à tout le village et puis elle n'appartient à personne, donc la clôture est malheureusement délaissée par tout le monde. Mais les aspects sociaux vont venir handicaper la technique. La technique en elle-même est fonctionnelle et donne des résultats satisfaisants, mais sauf que il y a des paramètres sociaux importants à prendre en considération pour que la technique soit fonctionnelle à 100%. Et donc, le Gabon est en train de travailler sur un processus ou un mécanisme d'implication des communautés locales.
Et aujourd'hui, le Gabon est passé de la grande clôture à la petite clôture que sur la photo du haut à côté des cartouches à piment. Donc, ça, ce sont des clôtures qui s'adaptent au mode agricole gabonais, qui est un mode itinérant sur brûlis et généralement familial ou lignagé. Et donc, ces clôtures vont être données à une famille ou à une maisonnée pour pouvoir protéger leurs biens agricoles. Toutefois, la même, euh, on va avoir les mêmes résultats ou les mêmes réactions au niveau sur le plan social. La clôture, bien qu'appartenant à un individu, doit avoir une autre deux tendances, soit l'individu prend en charge la clôture, soit elle la néglige pour faire appel à l'État. Et donc, ces techniques aujourd'hui sont en train d'être épurées parce qu'il y a des mécanismes sociaux et des indicateurs sociaux à mettre en place pour pouvoir les déclarer de façon scientifique qu'elles fonctionnent très bien ou qu'elles ne fonctionnent pas du tout. Et donc, du point de vue scientifique, le Gabon doit travailler sur les engagements, les principes d'engagement sociaux pour pouvoir faire en sorte que on déclare la clôture satisfaisante à 100%. Et le Gabon a essayé une sorte d'indemnisation en 2016 et en 2023. Donc, c'est de ces indemnisations. Donc, ici, la dame la photo avec la dame, c'est une indemnisation euh, par rapport aux destructions des, des biens agricoles par les éléphants. Et donc, l'État devrait donner un montant à ces personnes qui ont perdu des biens par les éléphants. Au Gabon, il y a un décret de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture, qui met un accent sur le caractère public. Donc, la destruction des biens à caractère public. Ça veut dire que lorsque l'État gabonais veut mettre en place une école ou un dispensaire sur votre terrain ou votre espace agricole, il y a un montant qui devrait s'appliquer à cela. Et ce décret, si on l'applique sur la destruction à caractère involontaire, qui est une destruction causée par des animaux qui sont privés de conscience, ça devrait être très coûteux pour l'État gabonais. Et donc, voilà pourquoi le Gabon avait appliqué un forfait et qui n'avait malheureusement pas satisfait tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont perdu des espaces très grands et qui ont eu malheureusement le même montant que ceux qui avaient perdu des petits espaces. Et même si, vu que c'était un forfait qui englobait les 3 années de perte, donc c'était forcément, ça a aussi causé des frustrations par rapport aux grands agriculteurs. Donc ça, c'est une photo qui montre l'éléphant à côté d'une clôture électrique. Donc, ça, ce sont les antennes anti-intrusion, les antennes qui sont vers le dehors. Ce sont les antennes anti-intrusion. Et donc, ces antennes ont pour but d'empêcher l'éléphant de toucher les câbles électriques ou les poteaux électriques. Donc, voilà un peu les plantes ou les cultures qui sont protégées par les clôtures électriques, donc les grandes clôtures électriques au Gabon. Lorsque la clôture est bien entretenue, les plantes se portent ou les cultures se portent très bien, sont à l'abri des éléphants. Et lorsque la clôture n'est pas bien entretenue, on a ce type de végétation à côté euh, parce que la clôture électrique est alimentée par les panneaux solaires qui produisent de l'énergie qui est accumulée dans les batteries et en plus redistribuée sur la clôture entière. Et donc, il faut qu'il y ait un nettoyage permanent de la clôture électrique normalement, le nettoyage devrait revenir aux bénéficiaires
ce qui, du point de vue social et anthropologique, devient une contrainte. Et donc, si c'est une contrainte pour la société ou pour les bénéficiaires, il y a un désistement. Euh, euh, D'où cet abandon ou cette photo avec la végétation. Et donc, l'autre problème avec les matériaux que nous utilisons, que le Gabon utilise pour les clôtures électriques, parce qu'au Gabon, il pleut beaucoup et nous utilisons le bois, même si ce sont des espèces qui sont assez jugées solides, mais au bout, parce que cette clôture, elle est de 2018, donc nous voyons que nous procédons déjà au remplacement de certains poteaux parce qu'il y a des intempéries, il y a beaucoup de pluie euh, qui, qui tombent et qui finissent par détériorer les poteaux des clôtures électriques. Et donc, pour les industriels, par exemple, pour les opérateurs économiques comme les pétroliers, le Gabon utilise l'ANPN, l'Agence des parcs nationaux du Gabon, qui construit les clôtures électriques, utilise un autre genre de poteau assez solide. Et ici, nous devons tenir compte des aspects environnementaux. Voilà pourquoi l'ANPN n'a pas voulu introduire d'autres types de poteaux, par exemple en métal ou en tubing que les pétroliers utilisent pour respecter les aspects environnementaux. En termes de perspective, le Gabon a récemment valider sa stratégie au niveau technique. Ça veut dire que tous les techniciens travaillant sur la question et les institutions, les ONG se sont réunis pour valider, pour affiner et parfaire la stratégie nationale de gestion des conflits hommes-faune. Et donc, cette stratégie a été remise au ministre de tutelle, qui est le ministère de l'environnement, euh, du climat et du conflit homme-faune. Donc, la stratégie a été remise au ministère de tutelle qui lui, à son tour, va devoir soumettre la stratégie au Conseil de ministres pour une validation officielle du document. Et donc, la stratégie, c'est le document qui porte la politique de la question au niveau du Gabon. Donc, il faudra que la stratégie soit validée au niveau du Conseil de ministres, soit adoptée en Conseil de ministres, et il faut, après adoption de la stratégie en Conseil de ministres, on devra passer à la mobilisation des financements pour financer la stratégie. Donc, la stratégie s'étale sur 5 ans. Donc, au bout de 5 ans, il faudra revoir ou il faudra penser à une autre stratégie, faire le bilan de la précédente et passer à une autre stratégie. L'autre challenge qu'a le Gabon aujourd'hui, c'est de développer des programmes multidisciplinaires sur la thématique et des mécanismes de financement. Donc, la biologie, la génétique, je pense qu'il y a beaucoup de données à ce niveau sur ces aspects. On a pu, grâce à la biologie et à la génétique, connaître l'éléphant du point de vue moléculaire et autres. Maintenant, il y a les aspects sociaux parce que le conflit homme-faune a beaucoup plus une portée sociale au niveau du Gabon. Et donc, il faudra maintenant associer à ces sciences les aspects des sciences sociales, donc l'anthropologie, la sociologie, la géographie et même la psychologie pour comprendre tout ce qui est psychologie des communautés affectées et la psychologie de l'animal. Donc, il faudra qu'au Gabon, on puisse aujourd'hui développer une multidisciplinarité dans tout ce qui est gestion des conflits au Gabon et développer également des mécanismes de financement pour pouvoir financer tout ce qu'il y aura comme études, encadrer les jeunes chercheurs, les doctorants et les masters. Merci beaucoup pour votre attention et je vais passer aux questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Merci beaucoup, Larissa, pour cette présentation très intéressante. Je suis à la session questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat box ou alors lever votre main et
Vous allez donc ouvrir votre micro et poser votre question de vive voix. Merci beaucoup. Bonsoir, Madame Laetitia. Je commence à la première question. Madame Léa, je ne sais pas si vous pouvez déjà écrire mes questions. La première question est celle de savoir, là, vous avez parlé des typologies des conflits. Et je pense que les dossiers des conflits hommes-femmes, c'est vraiment un dossier qui est très capital où on parle de ça partout dans plusieurs parcs nationaux dans le monde. La première question, quelle est la distance par rapport à la zone des éléphants ainsi que les champs des paysans? Parce que je me rappelle, bon, en fait, j'ai la licence, j'ai un diplôme de licence en aménagement des écosystèmes et j'ai également un diplôme de maîtrise en conservation de la biodiversité pour le moment. J'ai repris encore mon master, je suis dans un département de biologie végétale et gestion des écosystèmes tropicaux à l'Université de Montpellier, en France. Et je me rappelle dans un cours comment enseigner l'aménagement forestier. On nous disait dans tous les parcs nationaux, avant de diriger un parc national, il faut faire le titre sur l'aménagement. Ça veut dire on doit délimiter une zone qui est de conservation, une zone tapo, où par exemple, il y a aussi des zones de chasse où les gens pourraient faire des activités. Mais quand vous parlez déjà qu'il y a deux éléphants qui arrivent menacés du paysan dans leur champ, je voulais un peu savoir quelle est la distance qui sépare les champs des paysans ainsi que les zones des éléphants. Et si seulement que les chats sont proches des zones des éléphants, moi je dirais que ce sont ces gens qui ont venu s'installer dans la zone des éléphants et ils subissent des pressions. Je ne trouve pas important que le gouvernement au niveau du Gabon pourrait récompenser ces gens parce que ce sont eux qui sont venus s'installer dans la zone de conservation. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, vous avez parlé qu'il y a un système qui est vraiment adopté au niveau des Gabon où on permet les gens de faire l'agriculture sur brûlis. Alors, est-ce que ce système est-il rationnel ou durable d'une manière écologique, oui ou non? Cette question, je l'ai posée parce qu'il y a plusieurs fois, on dit que l'agriculture sur brûlis n'est pas du tout autorisée. Pourquoi? Parce que quand on fait cela, nous perdons d'abord, la valeur des vers de terre qui sont des espèces très capitales aussi d'une manière écologique. Alors, la troisième question est celle de savoir, par rapport au principe de l'engagement et d'instruction des champs des paysans, pourquoi l'État au niveau du Gabon accepte vraiment de récompenser les gens dont leurs champs sont détruits par les éléphants? Et la quatrième question, vous avez parlé d'une perspective où il y a eu des ateliers, on mobilise les gens pour essayer de voir comment le gouvernement pourrait déposer tous ceux qui avaient eu le temps à parler dans des ateliers, dans des conférences, pourvu que cela soit adopté, où on commencera à financer des gens les gens auxquels dont, il y a les éléphants qui détruisent leurs champs. Est-ce que pensez-vous que ça pourrait prendre combien de temps qu'on puisse adopter et qu'il y ait des financements pour commencer à donner à ces gens de l'argent pour récupérer tous ceux qui sont en train de perdre par les éléphants? Ça, c'est la quatrième question. Et la toute dernière question est celle de savoir, vous avez eu le temps d'étudier qu'il y a plusieurs éléphants qui détruisent des champs du paysan. Quelle est la période normale que vous avez identifiée que ces éléphants viennent déranger les champs des paysans? Parce que les éléphants, ils sont dans leur biotope, dans leur état naturel, parce qu'on connaît qu'en matière de la forêt, le Gabon, vous avez plus ou moins 80% de la forêt. Mais comment ça peut arriver que les éléphants quittent la forêt pour venir à chaque fois détruire les champs des paysans? Ça, en tout cas, pour ce point, je trouve que c'est un peu compliqué de ma manière de comprendre parce que vous avez vraiment la forêt, mais ces éléphants viennent pour déranger les champs des paysans. Quelle est la distance? Et c'est pendant quel moment? Est-ce que c'est pendant quel mois, quelle période de l'année que ces éléphants détruisent beaucoup plus
les champs des paysans. Je pense que je peux me résumer là. Merci. La distance entre les champs et la position des éléphants ou encore le lieu des éléphants. Au Gabon, les éléphants sont un peu, enfin, la position ou encore la localisation des éléphants est un peu différente des autres pays où vous avez des zones exclusivement pour la conservation et donc les zones villageoises sont un peu plus retirées ou encore on sait que ici, si les communautés mettent des champs, il y aura forcément dévastation des cultures parce que c'est la zone de conservation. Au Gabon, on a 13 parcs nationaux qui sont des espaces sans limite, on va dire, limite physique. On a des limites naturelles, un cours d'eau, un arbre, une colline, une montagne. C'est ça à peu près les limites des parcs nationaux. Et au Gabon, les éléphants se trouvent partout. Quand je dis partout, c'est peut-être pas à la capitale Libreville, mais au port de Libreville, par exemple, à moins de 50 kilomètres de Libreville, en allant sur Coco Beach, pour ceux qui connaissent le Gabon, on a des éléphants non loin de Ntoum. Et donc, les éléphants ne sont pas forcément dans des zones de réserve donc, les champs des éléphants. Et l'autre aspect, c'est que les communautés locales n'ont pas aussi des zones dédiées à l'agriculture comme dans d'autres pays. Ici, il y a un village et automatiquement derrière le village, c'est la zone agricole. Donc, peut-être avec le plan d'affectation de terre que le Gabon est en train d'élaborer, peut-être qu'on aura des zones dédiées uniquement aux activités agricoles. Là, on ne sait pas encore comment le Gabon va faire pour ces terres, mais les éléphants se trouvent un peu partout au Gabon. Et donc, les éléphants ne sont pas à un endroit concentré pour dire que voilà, les populations ont mis les champs sur la zone d'empiètement des éléphants. Donc, l'autre aspect, c'est l'agriculture sur brûlis. L'agriculture sur brûlis, si vous avez vu bien mes diapositives, vous avez vu la catégorie via la catégorie des agriculteurs. Chez nous, enfin, au Gabon, c'est l'agriculture sur brûlis que les Gabonais connaissent. Aujourd'hui, ou il y a quelques années, le Gabon a voulu, à travers le programme Graines, développer une agriculture qui n'est pas sur brûlis, mais malheureusement, le projet a eu beaucoup de difficultés et aujourd'hui, le Gabon s'est orienté encore sur un autre projet d'agriculture. Et ceux qui travaillent au Gabon pratiquent l'agriculture sur brûlis. Oui, ça a des répercussions, mais c'est une agriculture qui, malheureusement, a des racines socio-anthropologiques. Et donc, nous sommes dans la pédagogie au niveau des clôtures électriques pour les utilisateurs des clôtures électriques. Nous tentons de faire montre de pédagogie pour essayer, parce que là, c'est des essais, de faire une agriculture sans brûlis. Et pour ça, nous sommes conscients qu'il nous faudra beaucoup de temps pour convaincre les communautés et pour non seulement avoir des champs témoins pour pouvoir aller pour démontrer que l'agriculture sans brûlis peut aussi être intéressante. Mais pour ça, nous avons aussi besoin de développer d'abord au niveau du Gabon des politiques agricoles importantes. Donc, nous, c'est vraiment une agriculture de subsistance que le Gabon pratique plus et non pas une grosse agriculture industrielle. Donc, les agro-industriels, c'est beaucoup plus dans la fabrication de l'huile, du sucre, du cacao, du caoutchouc. Mais ça, c'est on a beaucoup plus des cultures de rente que des cultures vivrières. Donc, l'engagement des paysans, euh, le temps de financement, c'est la validation de la stratégie ne conditionne pas l'arrêt ou l'arrêt de tout ce qu'il y a comme engagement sur le conflit homme-femme. Les gens continuent de travailler sur la problématique, sauf que ce document est important parce qu'il définit la politique et il définit aussi les mécanismes de mobilisation des financements.
Donc, il est important de l'avoir. C'est une politique du pays, mais qu'à cela ne tienne, même avant la validation, les gens continuent de travailler sur la thématique. Je vais laisser le micro à Dr. Johnson. Donc, je me présente, Dr. Johnson, Mireille Johnson, chercheur spécialisé oui, dans le domaine concernant l'éléphant de forêt. Euh, j'ai longuement travaillé sur la génétique des éléphants de forêt et ensuite leur observation sur le terrain. Donc, tout ce qui concerne le comportement, Léa tantôt a parlé de psychologie, s'il faut l'appeler ainsi, de l'éléphant. Donc, j'ai pu travailler près de 10 ans à observer les éléphants un peu sur le terrain, m'imprégner de cette problématique concernant les conflits hommes-éléphants. Alors, pour répondre euh, aux questions, j'avoue que j'ai pas pu tout noter, mais Léa a répondu essentiellement à la première du moins, et je pourrais juste renforcer en disant en précisant que la technique agricole au Gabon, elle est traditionnelle. L'agriculture itinérante sur brûlis, c'est une culture traditionnelle. On connaît le Gabon, elle a décrit euh, au début de sa présentation. Euh, le Gabon, je dirais pas qu'il est petit en termes de superficie parce qu'il y en a qui sont plus petits, mais c'est plutôt en termes de population. On est une très petite population. Euh, on atteint à peine les 2 millions, je pense. Comparé, je pense que ce serait un quartier peut-être en RDC ou l'autre Congo, voilà. Donc, c'est pour dire, en faisant le rapport un peu, pour dire que la technique utilisée, elle est restée traditionnelle et plus familiale, on dira. C'est une famille qui a un lopin de terre quelque part. Euh, Effectivement, c'est au niveau des zones forestières, surtout les galeries forestières, que les gens vont implanter leur plantation. Par conséquent, voir leur culture être dégradée par les éléphants parce qu'ils sont partout, partout. Euh, Léa l'a bien précisé, les éléphants sont partout. Donc, c'est ce qui crée la grosse difficulté justement à contenir ce problème-là. Et les gens s'y attellent. Elle a présenté toutes les techniques qui ont été testées. Et on en conclut en général, et je pense que c'est pareil partout où on retrouve les éléphants dans le monde entier. Euh, on ne peut pas utiliser qu'une seule technique, il faut toujours les associer à d'autres techniques pour que ça marche, pour qu'on voit un quelconque résultat. Donc même la barrière électrique fixe, parce que le deuxième type de barrière qu'elle a présenté, je ne sais pas si elle a précisé, c'est une barrière électrique mobile que les gens peuvent donc déplacer dans le temps et dans l'espace. Contrairement à la première technique qui est fixe, une fois qu'elle est implantée, voilà, les gens devraient pouvoir faire leurs activités agricoles à l'intérieur. Or, le deuxième type de barrière, elle peut être déplacée dans le temps, dans l'espace, en fonction justement euh, de ce type de technique agricole, donc itinéraire qu'on utilise au Gabon. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Parce que le monsieur a posé, je pense, une question, il s'interrogeait sur le remboursement, je crois, si je ne me trompe, c'est ça. Il ne comprend pas pourquoi on devrait
dédommager ces personnes qui perdent leur culture. Voilà, on l'a dit, les éléphants sont partout. La technique agricole, elle est plus familiale, donc c'est une technique de subsistance. Les gens cultivent pour nourrir leur famille en premier. Les produits qui peuvent être vendus, euh, donc ceux qui peuvent en tirer, c'est pour subvenir aux besoins de la famille. Et quand un éléphant ou un groupe d'éléphants débarque dans une plantation, en général, ça ne va pas au-delà de 2 hectares, hein. Quand c'est grand, c'est 2, 3 hectares maximum. Sinon, la plupart du temps, c'est moins d'1 hectare. Alors, même un subadulte éléphant tout seul, en quelques minutes, peut détruire une plantation de bananes, de manioc, ce qu'on aurait planté qui les attirerait. Et donc, euh, ces villageois ou ces personnes qui cultivent voient leurs produits disparaître comme ça en une fraction de temps. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, ces populations se retrouvent appauvries parce que les cultures chez nous, je ne sais pas si c'est pareil dans toute la zone d'Afrique centrale, commencent avec les pluies à la mi-septembre, octobre au plus tard, on a planté. Et dans 6, 8 mois, on peut commencer, pour ce qui concerne les tubercules de manioc, à les récolter. Or, si un éléphant est passé entre-temps, euh, même en piétinant, en marchant seulement sur les cultures, c'est fini, on a tout perdu pour l'année. Pareil, il raffole des bananiers. Le bananier n'a même pas le temps de produire que, voilà, les feuilles seulement, les premières pousses là qui sortent, ça attire les éléphants et tout est parti. Donc, la moindre des choses, oui, c'est d'accompagner, de soutenir ces populations-là, ces personnes-là. Et donc, ce qu'on essaye de trouver actuellement, c'est des solutions alternatives. C'est compliqué. Il faut compter avec tout ce que Léa a énuméré qui concerne donc le côté social. C'est compliqué, ça prend du temps. C'est pour cela que les gens se mettent ensemble, réfléchissent sur des stratégies pour accompagner ces populations-là. Donc voilà un peu ce que moi j'ai apporté comme complément, si ça peut édifier un peu plus le monsieur qui a posé toutes les questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Léa. Je voulais un peu intervenir sur mes questions. Je suis persuadé de la réponse, mais du coup, les cas se diffèrent un peu de chez moi parce que moi, je suis de la RDC. J'ai eu un peu le temps de travailler au Parc national de la Garamba, mais beaucoup plus, ce sont des hippopotames qui dérangent les champs des paysans. Mais en réalité, quand nous, on voulait faire l'aménagement des zones protégées, on avait dit, bon, voilà, vous ne pouvez pas être proche des aires protégées. Mais ceux qui étaient têtus pour dire que non, voilà, ben, nous, on n'a pas l'endroit où on peut rester, ils sont venus s'installer dans des zones protégées. Et quand ils arrivent pour dire que non, voilà, nous, on a des difficultés, il y a des hippopotames qui dérangent nos champs, tout ça, mais il n'y a personne qui paye. Voilà, c'est un peu ça. Mais par rapport à l'agriculture, bon, c'est bien que c'est un dossier qui est en cours, mais ce qui est beaucoup plus conseillé pour nous, on dit on doit faire l'agriculture qui est sur tapis vert, c'est-à-dire on peut couper les champs et on fertilise les sols partant toujours des rejets qu'on coupe après une semaine ou 2 semaines. Ça peut se décomposer, ça fertilise de plus encore les sols et puis les gens pourraient venir mettre leur culture et puis ils auront beaucoup plus de rendements. Ça, c'est ce qui s'est fait un peu chez nous en RDC, mais c'est un peu différent de votre côté. Sinon, merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Ça m'a permis de comprendre aussi d'autres réalités chez vous. Oui, merci. Justement, ça fait partie des alternatives qu'on est en train de développer, l'amendement des sols pour sédentariser les populations
beaucoup plus proches des villages. Comme ça, ils ont la possibilité eux-mêmes de, de protéger, d'être présents et protéger activement leur plantation. Parce que ce qui se fait, c'est vrai que les réalités sont différentes, hein. Ce qui se fait chez nous, on est dans le village et puis on va en zone forestière, dans les galeries forestières, défricher et installer les plantations. Évidemment, c'est l'habitat de tous ces grands mammifères-là, les éléphants, les buffles, les grands singes, etc., qui vont très vite venir dévaster. Et donc, on est en train de réfléchir. Il y a des expérimentations qui ont déjà été faites pour amender les sols et, euh, et donc pouvoir rapprocher les, les plantations des zones, des villages qui sont souvent établis dans des zones de savane ou des zones beaucoup plus ouvertes et moins riches. Donc, c'est important qu'on amende et tout ça, ça demande euh, toute une formation dans la production de compost, transformation donc des matières organiques en compost, etc. C'est de nouvelles techniques euh, donc qui pourraient être une alternative. Et encore, comme je disais, ça va prendre du temps parce que l'agriculture traditionnelle donc utilisée actuellement, c'est depuis les temps. Et les gens ont du mal, même ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande de s'en défaire. C'est parce que de génération en génération, ils ont toujours connu que ce mode de, de, de culture. Ça va prendre du temps, mais on a besoin de trouver des moyens pour évoluer vers autre chose afin de réduire justement ces conflits-là dont tout le monde se plaint. Ils n'auront pas le choix d'adopter les alternatives qu'on pourrait mettre en place ensemble avec ces populations-là. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions. Euh, je vois qu'on a une question dans le chat box et que même Léa a déjà répondu, mais bon, je vais quand même poser la question de vive voix tout à l'heure pour que tout le monde puisse avoir la réponse aussi. La question est de Monsieur Obi, mais avant de lire la question, je vais donner la parole à Monsieur Oussoubé qui a la main levée quand même depuis un certain temps. Donc, Monsieur Oussoubé, si vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Coordonnateur de l'ONG Zona, c'est au Tchad, mais actuellement, je suis en voyage à Addis Abeba. Je prends part à une session de l'Union africaine sur les infrastructures en Afrique. Je suis intéressé par ce débat, c'est pourquoi j'ai fait tout pour être à l'hôtel et me connecter. Nous sommes déjà ici à 21 heures. La gestion des conflits hommes-éléphants, c'est également notre affaire au Tchad, dans une aire protégée au sud du Tchad dont nous sommes en charge. Je vais commencer par rappeler rapidement le contexte avant de poser ma question. Dans cette région du sud du Tchad, il faut noter qu'il y a un accroissement démographique très rapide avec un taux de 4% par an. La population croît rapidement, des nouveaux villages se créent rapidement. Et pour cette, en lien avec cet accroissement rapide, il y a du coup l'extension agricole qui s'impose, dû au fait que les agriculteurs n'ont pas de moyens conséquents pour refertiliser des champs rendus déjà infertiles, mais aussi ils n'ont pas de moyens de mécanisation agricole. Donc, ils comptent seulement sur des forces musculaires. Il faut donc aller dans les nouvelles aires ou bien dans la forêt pour créer de nouveaux espaces agricoles. À cela s'ajoute la pression anthropique globale qui crée donc des impacts dus au changement climatique qui bouleverse le calendrier pluviométrique
Alors, tout ceci fait que les populations se trouvent en conflit avec les éléphants parce que l'habitat forestier est, est entamé ou est attaqué. Alors, donc, maintenant, pour ce qui est de la réglementation au niveau national, au Tchad, bien sûr, c'est vrai, il y a des mesures, mais ces mesures, d'après nos analyses, ne sont pas équitables. Je voudrais dire par là, les mesures prises pour la protection des éléphants sont plutôt défavorables pour les hommes ou pour la communauté, parce que quand un éléphant détruit un champ, la victime n'a que ses yeux pour pleurer, il entre en famine avec sa famille, c'est tout. Par contre, si on touche à un éléphant, eh bien, on se retrouve tout de suite en prison. Maintenant, je viens à mes questions. Vous connaissez déjà un peu ce contexte. Je vois en vous déjà beaucoup d'expériences sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un mécanisme de dommages dans des stratégies internationales que vous connaissez peut-être? La deuxième question, c'est aussi comment, selon vous, faire pour influencer les pratiques politiques et juridiques pour rendre favorables les mesures de protection des éléphants de manière à créer un bon environnement de cohabitation entre les hommes et les éléphants. Merci d'avance. Donc, les mesures des éléphants, j'ai bien compris le contexte que vous avez décrit. Il y a une forte, il y a une forte croissance démographique, et donc avec la création des nouveaux villages, donc, et ce qui entraîne une pression anthropique sur malheureusement les zones protégées. Et donc là, il y a d'abord un conflit foncier et il y a encore un conflit homme-faune. Et il y a tout le cadre juridique sur les éléphants au Tchad qui, selon vous, ne garantit pas les droits des populations, peut-être que j'exagère, ou encore enfin, protège plus les communautés locales. Et lorsqu'il y a mort d'un éléphant causé par la communauté, il y a aussitôt déploiement certainement des autorités administratives en charge des éléphants dans le village. Et lorsqu'il y a l'inverse, il n'y a personne. Et effectivement, c'est vraiment la même représentation que les Gabonais ont en termes sur le conflit. C'est la perception que les Gabonais ont, ont du conflit homme-faune. Et les Gabonais pensent que les lois sont beaucoup plus en faveur des éléphants et que lorsqu'il y a mort d'homme, enfin, lorsqu'il y a destruction des cultures, les autorités tardent à venir. Mais aujourd'hui, avec la pression que les communautés font au niveau du gouvernement, au niveau social et qui touche le gouvernement, il y a, on va dire, on peut comparer qu'il y a maintenant plus de mobilité de la part des administrations auprès des communautés qu'avant. Les lois enfin, l'influence des pratiques politiques et juridiques en vue de l'équité, il y a un travail sur la recherche. Il faudra que les chercheurs se mettent, il n'y a que les chercheurs pour pouvoir aider à influencer avec les ONG qui font aussi dans la recherche scientifique pour pouvoir aider à influencer les lois. Maintenant, le problème, c'est quel est le statut de l'éléphant au Tchad? Est-ce que l'éléphant est dans la CITES? Donc, je vais faire recours au docteur Thier, professeur Thier. Si l'éléphant a un statut d'intégralement protégé au Tchad, il sera difficile d'avoir une influence euh, sur les lois, sur la juridiction. Par contre, sur les principes politiques, tout dépend du contexte. Est-ce que l'éléphant ou le conflit homme-faune aujourd'hui est utilisé comme outil politique? Au Gabon, parfois les communautés utilisent le conflit homme-éléphant comme étant outil
euh, politique en disant, par exemple, aux potentiels candidats que les éléphants vont vous voter. Et donc, nous, on ne va pas s'inscrire sur les listes électorales. Vous allez attendre les éléphants. Donc, ce discours va influencer la politique. Est-ce que c'est la même tendance qu'il y a au Tchad? Et si ce n'est pas la même tendance, il faudra qu'on ait mis en place un cadre de recherche qui nous montre que enfin, qui va décrire non seulement les représentations des communautés sur les éléphants et, et voir, étudier déjà aussi les limites du cadre juridique. Parce que le cadre juridique aussi s'adapte avec le temps. Donc, si il y avait 10 000 éléphants et que l'éléphant était intégralement protégé, s'il y a maintenant 100 000 que l'éléphant est toujours intégralement protégé, sans exception ou sans possibilité de légitime défense, parce qu'au Gabon aussi, il y a la possibilité de légitime défense. Ça veut dire que un villageois ou une personne, pour défendre ses biens, peut peut abattre un éléphant, mais en respectant les principes de la légitime défense. Ça veut dire une arme en règle, le périmètre qui est indiqué dans la législation doit être respecté et il faut qu'il y ait également, après abattage de l'éléphant, il faut signaler aux autorités les plus proches en charge des éléphants la mort de l'éléphant et qu'il faut qu'on trouve sur l'éléphant les trophées de l'éléphant, à savoir la queue de l'éléphant, les défenses de l'éléphant. Et donc là, vous n'êtes pas dans le trafic de l'éléphant, des pièces de l'éléphant. Mais si vous prétendez avoir fait une légitime défense, mais il manque lors de l'inspection des autorités sur la dépouille de l'éléphant, les défenses et la queue de l'éléphant, il y a soupçon de trafic. Donc, au lieu de pratiquer la légitime défense qui est prévue par la loi, par le Code forestier au Gabon, vous passez maintenant pour un trafiquant. Et là, on peut aussi avoir une déformation du conflit en front pour dire oui, quand les communautés tuent l'éléphant, on vient nous attraper, on les amène en prison. Non. Donc, la pratique de la légitime défense doit obéir aux règles qui sont prescrites dans le cadre réglementaire. Il y a aussi la battue administrative, qui est une battue autorisée par le cadre juridique au Gabon, par la réglementation gabonaise. Et donc, cette battue doit pouvoir respecter les normes qu'indique la procédure. Donc, une plainte contre les éléphants aux autorités en charge des éléphants, une demande de battue de l'éléphant adressée au gouverneur de la province et c'est au gouverneur de la province, avec les autorités en charge de l'éléphant, d'identifier le chasseur et vous devez peut-être l'accompagner pour la chasse et les trophées doivent être remis comment ça s'appelle, à l'administration en charge des éléphants. Cependant, nous, en tant que scientifiques, on trouve que nous trouvons qu'il y a matière à étudier ou à réétudier ces procédures parce que l'éléphant est très intelligent. S'il a mangé quelque chose, il va pas rester là et donc il va devoir se déplacer. Et donc, l'éléphant qu'on va trouver, est-ce que c'est réellement l'éléphant qui a le fouteur de troubles ou ce sera un innocent qui va être tué? Si c'est un innocent, il y aura toujours et toujours destruction des cultures. Et tout ce qu'on a observé du point de vue scientifique, c'est que la battue administrative ou la légitime défense ne freine pas le conflit homme-faune. Et donc, par contre, ça a des effets parce qu'une mauvaise battue peut avoir des incidents sur l'individu qui abat l'éléphant et donc peut entraîner la mort ou des blessures graves. Et une mauvaise légitime défense également peut entraîner la mort. Et l'autre problème du point de vue scientifique, c'est qu'il y a des organisations de la structure sociale parce que les éléphants sont des êtres bien organisés en famille. Et donc, quand vous abattez un éléphant, euh, peut-être c'est la matriarche qui conduit le groupe et donc vous avez une déstabilisation de la structure sociale et vous aurez des éléphants qui vont errer partout et une persistance du conflit. Donc, je vais passer la parole à Dr. Thier pour
un complément d'information sur l'influence des pratiques politiques et juridiques en vue d'atteindre l'équité sur les droits des communautés et des animaux. Ok, bonsoir à tous. Désolé d'intervenir plus tard. En fait, on était dans une réunion auparavant. Je suis avec la coordinatrice scientifique de l'ANPN de l'Agence des parcs. Donc moi-même, je suis le conseiller scientifique. Elle va intervenir sur les mécanismes internationaux qui sont disponibles pour justement permettre un dédommagement à court ou à moyen terme des communautés qui seraient impactées par le conflit homme-éléphant. Et moi, je vais plutôt tenter d'apporter quelques explications, une approche qui me paraît pertinente pour que les décideurs et même les communautés prennent plus conscience en fait de la problématique. Donc, comme nous avons bien compris à travers l'intervention de Dr Léa Larissa et Dr Johnson que c'est une problématique qui est complexe et que scientifiquement, ce n'est que maintenant qu'on commence à comprendre en fait l'écologie de l'éléphant. Et nous, scientifiques, on est seulement en train de détricoter cette connaissance-là. La difficulté, c'est que pour le moment, cette connaissance, elle est entre nous et que donc, il va falloir faire ce qu'on appelle souvent un plaidoyer auprès des décideurs pour que ces derniers s'en approprient. Parce que, quoi qu'on en dise aujourd'hui, les décideurs ne comprennent pas. Voilà pourquoi moi je dis souvent que l'éléphant est un incompris. Déjà, il n'est pas assez compris par nous-mêmes scientifiques et encore moins par les décideurs qui, malheureusement, n'ont l'information par rapport à l'éléphant que soit à travers le conflit, soit alors à travers le discours compliqué que leur tiennent les scientifiques. Donc, il va falloir que l'on répète donc l'information, mais surtout qu'on la, qu'on la, qu'on la formalise de telle sorte qu'elle puisse être comprise par les décideurs. Ce n'est que comme ça que ces derniers vont s'approprier la problématique dans sa complexité, mais également qu'elles vont nous aider justement à favoriser la coexistence, parce que de toutes les manières, les communautés ont toujours coexisté avec les éléphants, mais ce n'est qu'aujourd'hui, à cause d'autres contraintes, que les scientifiques commencent à mettre en lumière que ça devient un conflit. Donc, une des choses qu'on a commencé à voir au Gabon, ben, je pense que c'est aussi le cas dans d'autres pays, c'est que, évidemment, on a le changement climatique qui affecte la distribution des ressources alimentaires pour les éléphants en forêt. Donc, les études phénologiques qui ont été faites au Gabon, notamment au parc de la Lopé, le montrent de façon très claire que les quantités de fruits tombés au sol ont diminué, mais également que la saisonnalité aussi n'existe plus du tout. Donc, les éléphants n'ont plus assez à manger. Donc, ben, c'est possible que c'est à cause de ça qu'ils sortent de forêt. Mais une autre problématique, c'est le fait que, notamment au Gabon, le territoire est quasiment entièrement couvert de concessions forestières. Donc, est-ce que l'activité anthropique également dans la forêt ferait fuir les animaux de forêt? Ici, on parle des éléphants. Et une autre chose qu'on a constatée à travers les données qu'on a collectées, c'est que ben, les éléphants ont maigri. Donc, au Gabon, ça fait à peu près une quarantaine d'années, une trentaine d'années que l'on prend des photographies d'éléphants régulièrement. Et donc, à travers un index de la forme et la masse corporelle des éléphants, on s'est rendu compte que ben, l'éléphant est de plus en plus maigre. Donc, on s'est rendu compte de cela et qu'aujourd'hui, les éléphants qu'on trouve au Gabon, ben, ils sont quasiment tous la peau sur les os. Donc, ceci est connu des scientifiques, mais je ne pense pas que cela soit connu et des décideurs et aussi du grand public et même des communautés qui aujourd'hui subissent ce conflit-là avec les éléphants. Donc, voilà ce que je voulais dire vraiment pour tenter d'influencer ou bien de faire passer le message auprès des décideurs, vraiment que l'on soit peut-être plus pédagogique, que l'on répète le message, que l'on sache communiquer, peut-être qu'on se fasse aider par d'autres disciplines telles que les sciences politiques et les sciences sociales humaines,
hein, de sorte que les décideurs également puissent s'approprier de cette problématique. Donc, je vais passer la parole à Madame Carla-Louise Moussé-Mouboulou, qui est en charge des conventions et partenariats à l'Agence nationale des parcs nationaux, pour vous parler des possibilités qui existent au niveau international en termes de dédommagement des communautés s'il y a conflit entre hommes et éléphants ou hommes et autres animaux. S'il te plaît, est-ce que tu peux juste pencher ça le temps que je parle pour que l'ordre ne s'arrête pas? Merci. Ouais. Voilà, bon, moi, je vais pas être longue, hein. Juste préciser, en fait, moi, mon intervention ne sera pas pour dire qu'il y a forcément déjà un mécanisme, par exemple, de dédommagement, mais c'est beaucoup plus pour parler des initiatives actuellement en cours dans les discussions au niveau international. Je prends le cas, par exemple, de la Convention sur la diversité biologique, qui est vraiment d'un point de vue international, la convention qui dicte la conduite à tenir en ce qui concerne les mesures de gestion pour la biodiversité. Alors, donc, la Convention sur la diversité biologique, comme vous devez peut-être certainement le savoir, a trois objectifs, dont le premier est spécifiquement à celui de la mise en place de mesures de gestion efficaces pour la conservation de la diversité biologique. Et dans ce sens-là, en 2022, en décembre 2022, il y a le cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal qui a été adopté et donc qui fixe la politique mondiale en matière de conservation de la biodiversité. Dans ce cadre mondial, 23 cibles ont été identifiées et parmi ces cibles se trouve la cible 5 qui parle spécifiquement de la récolte, du commerce et de l'utilisation durable des espèces. Et dans le cadre de cette cible 5-là, il est vraiment important, en fait, de pouvoir prioriser, de veiller à ce que l'utilisation, la récolte, le commerce des espèces sauvages soient durables, sûrs et légaux en évitant la surexploitation, en minimisant les impacts sur les espèces. En fait, c'est vrai que ces mots sont globaux, mais à travers cette cible, l'objectif visé par la CDB est d'emmener les États partis à inclure dans leur politique de gestion, mais voilà des mesures qui permettraient de mitiger l'impact sur non seulement l'environnement, mais également sur la préservation des espèces en priorisant une espèce d'équilibre entre que ce soit le côté humain et le côté euh, faune ou alors d'une manière plus globale espèces sauvages, mais bien sûr sans sans oublier d'intégrer le concept aussi de prioriser la bonne santé de l'environnement à travers le concept du One Health. D'une autre manière, en fait, toutes ces initiatives-là, c'est pour aboutir à un effet global selon lequel les États partis qui possèdent des espèces qui rendent un grand service à la biodiversité ne devraient plus être les seuls à porter la lourde charge. Je prends le cas de l'éléphant. L'éléphant contribue à la régénération des forêts, au maintien de de la bonne structure des forêts. Les forêts contribuent à la lutte contre les changements climatiques. Et ce bénéfice-là, en fait, profite à la planète tout entière. Mais pourtant, les éléphants vont être hébergés dans une partie d'un continent. Pour le cas du Gabon, où nous abritons plus de 60% des populations d'éléphants de forêt du continent ou du monde. Et donc, le Gabon, à lui tout seul, ne devrait pas supporter le coût, en fait, ne devrait pas supporter les coûts de la conservation de cette espèce-là dont les bénéfices, voilà, se répercutent sur la planète entière. Donc, à travers la cible 5 du cadre mondial, cette reconnaissance-là est faite selon laquelle les autres pays devraient également contribuer en apportant à un pays comme le Gabon des financements, on va dire d'autres moyens de soutien, pas seulement monétaires, mais on peut également avoir des moyens de soutien non monétaires. Voilà, donc les autres États partis, donc tous ces pays-là qui bénéficient, donc la planète entière devrait appuyer le Gabon afin de limiter l'impact, le grand impact que le Gabon a en supportant toutes ces grandes populations-là.
Donc, il y a un mécanisme multilatéral de partage des bénéfices donc découlant de l'utilisation donc de ces espèces-là au niveau international qui est mis au niveau de la CDB, qui est en discussion. Bon, le mécanisme est déjà acté dans le cadre mondial. Normalement, il est en train, les modalités d'implémentation de ce mécanisme-là sont seulement en cours de discussion. Mais je vais résumer en disant que donc il y a des mécanismes au niveau international qui permettraient d'appuyer les pays qui sont impactés négativement par des espèces qui bénéficient à tous, sauf que ces mécanismes-là ne sont pas encore opérationnels, mais les négociations continuent et les discussions sont en cours. Mais déjà, il y a quand même des dispositions qui permettent aux pays de mobiliser, que ce soit le secteur privé ou d'autres secteurs, de les mobiliser de sorte que les contributions, en fait, pour aider les États à régler ces problèmes-là, soient conséquentes. Donc, voilà un peu la contribution que je pouvais faire sur ce point. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Madame Cabalouise, je crois, si je me... Carla. Oh, Donc, Carla, oui, Carla Louise. c'est ça. C'est Merci Carla beaucoup. Louise, oui. Je vous Merci. mets mon nom dans la description. Entre nous, les populations, les paysans, on a agi parce qu'on ne connaît pas beaucoup. Le fait, par exemple, que vous mentionnez que les éléphants aident à maintenir nos forêts et les forêts aident justement avec notre climat. Bon, ça, moi, c'est nouveau. Je me demande vraiment, ça a ouvert plein de questions en moi. Je me demande comment est-ce que des éléphants, en fait, contribuent à préserver cette forêt-là. Donc, ça, ce sont des informations qu'on aimerait avoir sur notre plateforme et pouvoir vraiment partager avec notre audience. Yeah. Donc, pour continuer, je vais donner la parole tout à l'heure à Lien Ouvert. Lien Ouvert, je ne connais pas votre nom, mais sur l'écran, c'est écrit Lien Ouvert. Après Lien Ouvert, Monsieur Andrew Kibogo pourra poser la question et ensuite Monsieur Jafet Ndoko. Mais avant de donner la parole à Monsieur Lien Ouvert, je veux juste lire la question de Monsieur Obi et la réponse. Obi disait, j'aimerais savoir quelles sont les conditions pour qu'un paysan puisse avoir accès à cette technique. Question 2, combien de paysans ont accès à cette technique? Et, et docteur Larissa a répondu, pour avoir une clôture électrique, il faut déposer une demande dans l'administration qui s'occupe de cette problématique. Merci beaucoup pour l'accord de la parole. Je suis Kakule Boutsapu Michael depuis la RDC au Nord Kivu, à ville de Butembo, et aussi riverain du parc national de Virunga, où nous assistons au mois de conflit homme-femme, où ça fait pas plus de 2 mois, où nous avons enregistré les décès de deux personnes des communautés locales qui pouvaient au moins veiller à la surveillance de leurs vivres, et spécialement les riz qui est déjà ravagé par les éléphants et que aussitôt que ces gens étaient au moins au niveau de la garde, et les éléphants ont fini par leur ôter la vie. Et jusqu'à présent, les conflits hommes-femmes vraiment continuent à s'accentuer. La première question serait de savoir quels sont les mécanismes d'obtention ou bien d'accéder à cette clôture électrique, avec en ce que les communautés riveraines puissent aussi, je dirais que, vivre comme bien d'autres communautés. La seconde question, c'est rapport avec les instruments internationaux qui arrivent à protéger ces communautés et leurs biens pour qu'en ce qu'on puisse aussi en tenir compte, comme vous voulez renchérir je dirais que celle qui venait d'intervenir d'ici dernièrement. Merci. Merci, docteur Léa Larsan, pour une bonne présentation. Je suis Andrew, basé à l'Université du Rwanda comme assistant professeur. Je suis vraiment intéressé pour votre présentation. En fait, j'aimerais savoir, à part des éléphants, quelles sont d'autres espèces de faune sauvage qui sont vraiment problématiques? Et, et une fois il y a, disons, une destruction par ces espèces, est-ce que les paysans sont considérés pour les remboursements comme les éléphants? Merci. Bon, merci beaucoup, Madame Laetitia. Vraiment, pour moi, ce n'est pas une question, mais ça pourrait être une contribution.
de la question de Monsieur Kakini, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, là où il a parlé de l'accroissement démographique qui est très rapide. Au niveau de l'Afrique, en fait, on ne sait pas comment vraiment régulariser notre taux de natalité en Afrique. Et il voulait un peu savoir que qu'est-ce qui fait que il y a les éléphants qui s'attaquent par exemple à un chat de paysan, des fois dans d'autres pays tels que chez lui au niveau du Tchad, là, personne ne s'intéresse, mais s'il y a un éléphant qui est éliminé, là, on voit maintenant le gouvernement qui arrive mettre ses mains pour la personne qui a éliminé l'éléphant. Effectivement, on connaît que les éléphants, ce sont des espèces qui sont totalement protégées partout au monde parce que d'une manière écologique, d'abord, leur reproduction prend du temps. Un éléphant peut mettre un petit au monde après 5 ans. Donc, c'est très difficile qu'on puisse éliminer les éléphants, raison pour laquelle les éléphants sont classés parmi les espèces qui sont totalement protégées. Alors, si nous partons encore du côté écologie, on nous dit il faut qu'il y ait l'équilibre au niveau de l'écosystème. Par exemple, lorsque nous faisons du suivi écologique de d'autres espèces dans des parcs nationaux, vous pouvez arriver à trouver qu'il y a un lion, par exemple, au parc de Garamba, en train de s'attaquer avec un buffle. Vous ne pouvez pas interdire. On laisse. Pourquoi? Parce que nous voulons qu'il y ait une régulation au niveau de l'écosystème. Il y a vraiment l'abondance, par exemple, des espèces au niveau d'une zone dans l'écosystème, il y aurait un problème de la nutrition. Et on permet qu'il y ait une régulation au niveau de l'écosystème. Et c'est pareil que je voulais un peu dire, mais si, par exemple, au Gabon, nous connaissons comme l'intervenante vient de nous dire qu'il y a plus ou moins, je dirais, 62% ou 80% des champs des paysans qui sont menacés par les éléphants. Pourquoi? Parce que la population vit ensemble avec les éléphants. Mais moi, je pense que la loi pourrait comprendre si on avait par exemple 10 000 éléphants qui s'attaquent aux champs des paysans, mais aujourd'hui, on arrive à 15 000, 20 000. Il faut essayer quand même de réduire l'effectif de ces éléphants. Et comment réduire? Il faut peut-être battre pour partager, donner à la communauté. Mais cela n'est pas dit que si on donne ça à la communauté, on doit nécessairement leur favoriser de s'attaquer aux éléphants. Non, ce sont les espèces qui sont totalement protégées. Mais lorsqu'il y a la surpopulation des espèces dans l'écosystème, obligatoirement, on doit essayer de réduire quelques têtes. Si on ne réduit pas, on aura toujours des problèmes et des problèmes. Donc, des conflits ne finiront jamais. Il faut qu'il y ait une régulation au niveau de l'écosystème. C'est ce que je voulais un peu contribuer, mais ce n'est pas du tout une question. Merci. Je vais commencer avec la question sur l'accès aux techniques. Je pense qu'il fait allusion aux techniques de clôture, à la technique de clôture électrique. Enfin, je pense, parce qu'il a dit l'accès, comment les villageois font pour avoir l'accès aux techniques. Déjà, lorsqu'on a des décès en termes de conflit homme-faune, c'est le plus haut niveau du conflit homme-faune non souhaitable par les gestionnaires des conflits. Et face à cette situation, on n'a jamais de mots justes pour consoler ni les familles, ni la communauté entière qui a perdu un membre. Et malheureusement, fragmentation et la démographie, la concurrence des besoins va nous amener à une augmentation des pertes en vie humaine, malheureusement. Et il faudra que nous, en tant que chercheurs conservationnistes, on essaye de trouver des moyens pour pouvoir atténuer cet aspect du conflit qu'est la perte en vie humaine. Euh, Qu'est la perte en vie humaine, autant pour moi. Et pour accéder aux clôtures électriques au niveau du Gabon, l'État, qui est responsable des éléphants, comme je l'ai dit tantôt dans ma présentation, l'État est
responsable des éléphants au Gabon. L'État est également responsable des communautés locales. Et donc, l'État, pour essayer d'assurer l'équilibre entre la protection des éléphants qui ont une protection intégrale et, les communautés qui ont leurs biens, donne aux communautés locales l'accès aux clôtures électriques. Donc, il faut formuler une demande euh, ou une plainte contre les éléphants en demandant dans la plainte la mise en place d'une clôture électrique. Vous décrivez le lieu et l'État, lorsqu'il y a demande, peut envoyer, s'il y a possibilité, parce que l'État aussi, c'est des budgets. Donc, l'État travaille avec les budgets. Dès qu'il y a des budgets, où on va vous répondre pour dire que on a du matériel, mais on va venir là-bas à telle période parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Peut-être les techniciens ne sont pas disponibles, peut-être que le matériel n'est pas disponible, peut-être qu'il n'y a pas de financement ou de la logistique à, pour ça. Mais l'État considère toutes les demandes qui sont formulées en termes de besoin de mise en place des clôtures électriques. Donc, c'est l'État au Gabon qui donne les clôtures électriques gratuitement aux communautés locales en guise de compensation pour la protection de leurs biens. Maintenant, la deuxième question qui a été posée par le professeur au niveau du Rwanda, est-ce qu'il y a d'autres animaux qui interviennent dans les conflits en faune et quelles sont les mesures de compensation? Est-ce qu'après destruction de cultures, automatiquement, il y a compensation? Au Gabon, on a une faune dense, très dense. On a les gorilles, euh, on a les gorilles de l'Est, je pense. Les gorilles de l'Est, on a les gorilles, on a les chimpanzés, on a les buffles, on a les hippopotames, on a aujourd'hui le lamantin, euh, on a tout ce qu'il y a comme potamochère et autres petites espèces dont la chasse n'est pas interdite, comme les holacodes, les holacodes. Et on a également les perroquets qui interviennent dans les conflits. Donc, toute cette faune euh, est sujette à des conflits et le conflit ou sur lequel le Gabon met plus d'accent parce que nous avons une pléthore de, de plaintes, c'est l'éléphant, mais les autres conflits, enfin, les autres animaux aussi sont en conflit avec les communautés. Les mandrilles, par exemple, au niveau de l'Alopé, pour ceux qui connaissent le Gabon, on a des mandrilles qui interviennent les espaces agricoles et qui sont parfois plus violents que les éléphants. Et donc, tous les animaux intégralement protégés sont directement enfin, le conflit est traité comme si c'était un conflit causé par l'éléphant. Donc, les dédommagements de ces animaux, lorsqu'on a procédé au dédommagement, il était difficile dans cette période parce que c'était aussi une période de tournant politique important. Donc, il était très difficile de savoir si, enfin, c'était pas difficile de savoir, mais il n'y avait pas de rigueur au niveau du classement des plaintes en termes du type d'animal qui avait causé la dévastation. Est-ce qu'il fallait payer ou il ne fallait pas payer? Mais les animaux intégralement protégés sont inclus la stratégie de gestion de conflits en faune et donc devraient avoir le même traitement, le conflit, les dévastations ou les dégradations des biens devraient subir le même traitement que s'ils étaient détruits par, euh, par les éléphants. Donc, les dédommagements ne se font pas aussitôt. Il faut une loi de finances, il faut un cadre juridique et aussi il nous faut vraiment travailler sur le cadre juridique parce qu'il y a, je disais, un décret qui existe pour les dédommagements.
mais c'est un décret qui met beaucoup plus l'accent sur les destructions à caractère volontaire d'utilité publique. Et donc, mais qui est un décret de l'agriculture qui est en charge des spéculations, des spéculations agricoles et de tout ce qu'il y a comme plantes. Donc, c'est eux qui sont en charge de ce volet. Donc, il y a un décret qui existe, mais maintenant, est-ce que si on applique ce décret, est-ce que ce décret doit être appliqué au niveau de la destruction involontaire, qui est une destruction causée par les espèces phoniques? Donc, le Gabon est en discussion, les institutions sont en discussion sur est-ce qu'on doit revoir ce décret ou il faut abroger ce décret pour mettre en place un nouveau décret qui tienne compte uniquement des destructions à caractère involontaire, donc inconsciente, de la part des animaux. Donc, il faudra, c'est ce que le Gabon est en train de faire, on travaille sur ce cadre juridique. Les dédommagements ne se font pas aussitôt des dévastations des cultures, aussitôt des dédommagements. Par contre, au niveau des décès, il y a une forme d'assistance. Ce que les Kenyans ont les Kenyans ont un terme qu'ils appellent consolation. Au Gabon, il y a une forme d'assistance lorsqu'il y a un décès causé par même les blessures causées par un animal qui est intégralement protégé. Euh, donc, l'État octroie une somme en guise d'assistance aux funérailles ou à la guérison ou la prise en charge du blessé. Donc, mais cette forme d'assistance n'est pas à la hauteur de la vie perdue ou de la vie attaquée, parce qu'il y a des gens qui sortent avec des handicaps importants et qui, toute la vie, va les réduire à soit à ne plus travailler au chômage ou euh, à une assistance infinie. Donc, le mécanisme de prise en charge des victimes au niveau du cadre légal est aussi en train d'être travaillé pour avoir une prise en charge qui tienne compte de tous les aspects des, de, des victimes des conflits hommes-femmes. Oui, il y avait la mise en œuvre des procédures internationales. Peut-être Carla pourra intervenir. J'ai oublié d'intervenir sur ça. Est-ce que la mise en œuvre des procédures internationales se fait par pays ou bien se fait de façon globale? Par exemple, nous sommes dans le bassin du Congo. Est-ce que ça va se faire dans le bassin du Congo ou bien par État? C'était ça la question, je pense. A dit quelque chose par rapport à cette question? Oui. Merci beaucoup. Pour cette question, je pourrais dire ceci. Pour la mission de la conservation de la biodiversité, chaque pays a une loi. Et cette loi travaille en partenariat avec les décideurs au niveau international qui, qui prennent en compte les espèces totalement protégées pour tous les pays. Je fais l'exemple de chez nous, on a l'espèce qu'on appelle l'okapi, qui est une espèce totalement endémique qui est dans la forêt de Lutour et on ne peut pas retrouver l'okapi partout dans le monde. Mais il y a des espèces telles que les éléphants, les hippopotames et autres. À chaque fois qu'il y a des rapports qui se font et il y a des congrès qui se tiennent, on invite, par exemple, chaque ministre de l'Environnement à aller dans des lieux où on tient des congrès. Et c'est au ministre de présenter l'état des lieux de son pays pour faire voir à ces gens, donc voilà, par exemple, dans mon pays, nous avons tel élément comme espèce, soit tel élément comme problème. Et c'est à la fin qu'ils vont prendre l'ensemble des rapports ramenés par chaque ministre de l'Environnement de chaque pays et ils vont faire le rapport en général qui sera publié pour une décision qui sera mondiale pour toute personne. Je pense qu'à ma connaissance, je pourrais répondre comme ça. Il n'y a pas de question pour dire que non, voilà, ce sont seulement des décisions au niveau du pays qui pourraient être d'une manière mondiale. Non. On- Chaque ministre ramène des rapports pour son pays dans des congrès qui sont internationaux et c'est ensemble de tout qu'on doit avoir des décisions des espèces au niveau mondial.
OK. Merci pour cette précision. Je pense qu'on est arrivé au terme de la soirée. Désolée si vous ne me voyez plus, j'ai eu un souci avec mon ordinateur. Je veux vraiment du fond du cœur remercier Docteur Moukani Léa Larissa pour vraiment toutes ces informations qu'elle a partagées avec nous. C'était vraiment une présentation très intéressante, très instructive. On a beaucoup appris. Je vois justement Monsieur Boniface Dizou Ndaba qui est en train de vous applaudir. Donc, merci encore et j'espère que on aura encore l'occasion de vous avoir sur notre plateforme.